La région administrative, ils font référence à autre chose, et qui peut être un petit ou un grand pays. On a parlé aussi de petites patries. Donc avant la Révolution, c'était les provinces. Il y a eu cette période jacobine révolutionnaire, et après la guerre de 70, les Français avaient perdu, il fallait reconstruire le sentiment d'appartenance à la France. Et finalement, on a essayé de le reconstruire à travers l'appartenance à ce qu'on appelait les petites patries. Avec l'idée, si tu aimes ton village, tu aimeras ton petit pays, ta petite patrie, et donc tu aimeras la France et tu feras un bon soldat pour préparer la guerre de 14-18. Cette relation que l'on entretient avec nos régions, avec notre terroir ou nos racines, je ne sais plus comment les appeler, est-ce que c'est propre à la France, aux Français, ou est-ce que c'est le cas dans le monde entier? Non, je pense qu'on est toujours de quelque part. Alors quand on est à l'étranger, on se sent français par exemple, mais on se sent que français plutôt en fait quand on est à l'étranger. Et quand on est en France, on va rencontrer d'autres Français, on va dire qu'on est français du Nord-Pas-de-Calais. Et ça, on retrouve ça dans le monde entier. C'est-à-dire quand on est loin, on crée une identité, on se sent appartenir à une nation parce que les autres vous reconnaissent comme français, notamment c'est le rapport à la langue. Voilà. Est-ce que dernièrement on a pu constater des réactions un peu vigoureuses de la part des Français face à des décisions politiques qui mettaient à mal la région ou le terroir? Alors la polémique qu'il y a eu au sujet des plaques d'immatriculation est très intéressante parce que finalement il s'agissait de supprimer les plaques départementales, les numéros des départements. Ça a créé une levée de boucliers avec un discours peut-être de l'ordre régionaliste alors qu'il ne s'agissait pas des régions. On peut choisir sa plaque, ouais. On peut être parisien et choisir de mettre une plaque 59 ou 62 et en plus on peut rajouter le logo de la région. Donc finalement ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a permis l'affirmation d'un sentiment d'appartenance régionale en plus de l'appartenance départementale. Alors justement toute cette perception du pays, de la région qu'ont les Français, est-ce qu'aujourd'hui à une époque où on parle de l'Europe, de la mondialisation, est-ce que c'est pas un peu désuet? Est-ce que c'est pas obsolète? C'est pas d'un autre temps? On dirait que ça ne l'est pas, parce que d'abord ça se vend bien, la région, c'est une connotation, le pays, la petite patrie, etc., se vend bien, ça a une connotation d'authentique, notamment pour le tourisme, mais aussi pour tout ce qui se mange, l'artisanat, etc. Donc ça, pour le coup, ce sentiment d'appartenance a une valeur commerciale, et là également une valeur politique. Et les financements européens, par exemple, passent par-dessus l'État dans bien des cas, pour financer les régions. Donc en fait, aujourd'hui, l'Europe, elle est gérée, elle est pensée comme une collection de régions. Est-ce qu'il existe une solidarité entre les gens de même région, d'un même patelin, d'un même pays, comme on dit? Oui, mais plutôt quand ils se retrouvent ailleurs. Et donc ça, on retrouve, oui, voilà. Donc il y a les Aveyronais à Paris, il y a eu, les Bretons à Paris, c'était quelque chose de très fort. Les Bretons, ça l'est toujours sans doute. Mais voilà, au moment de l'industrialisation, notamment du nord de Paris, les Bretons venaient travailler dans le nord de Paris. On venait les chercher en charrette à Montparnasse pour les emmener. Il y avait des logements, etc. Et donc c'est quelque chose qui, en fait, toutes les migrations, qu'elles soient régionales ou internationales, fonctionnent par solidarité. T'es de quelle région, toi? J'habite à Saint-Denis. Je choisis d'être là où je vis. Dionysienne. Donc je choisis d'être dionysienne. Sinon ma mère est néerlandaise, mon père est tourangeau. Donc, ça devient compliqué au bout d'un voilà. moment. Mais on peut aussi décider qu'on est de quelque part. Et le revendiquer. Et le revendiquer. Mon plat préféré, c'est l'aligot saucisse. Et le groupe que j'aime bien, c'est les Black Eyed Peas. Mon plat préféré, c'est les œufs et le jambon. Ma musique préférée, c'est des chansons basques. Mon groupe de musique préféré, c'est le Bagat Cap Caval. Et mon plat préféré, c'est les crêpes de blé noir. Sur France Télévisions, ce soir. France 2, 35 ans, l'heure du bilan pour Mathilde Seigné, Judith Godrèche et Anne Parillo. France 3, disparition d'une jeune fille. L'inspecteur John Barnaby mène l'enquête. France 4, Cyrielle Nosser, Owen Wilson et Vince Vaughn en pro des picassiettes. France 5, le doc du dimanche, voyage de noces, le voyage d'une vie. François, la chanteuse Imani et un voyage au cœur de la soul. C'est au live. Vous voulez que je vous raconte des trucs? Mon rêve était d'être Hemingway. Vous priez tout le temps. Tout d'un coup, on rentre dans la peau de quelqu'un
qu'on voudrait être. Entrez dans la chambre noire où se révèlent les personnalités et leur histoire. Un choc émotionnel comme ça, très fort. J'étais tétanisée, Passez de l'autre côté du miroir. Et au cinéma, j'aime beaucoup quand ça va vite. Si c'est trop long, après, je pense à tous les métiers que j'aurais pu faire. Patrick Poivre d'Arvor vous convie à la traversée du miroir, tous les dimanches à 22h55 sur France 5. Christian, c'est la régie. C'est assez clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme « c'est assez clair ». Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Aujourd'hui, je suis un peu ému car nous fêtons les 40 ans de notre programme, 40 ans de folles aventures au service du savoir économique. Notre réalisateur, Pat Nguyen, a retrouvé dans ses archives la première émission du Dr Cac, à l'époque où je n'étais encore qu'au CM2. Vas-y, petit, c'est à toi, t'es en direct. Bonjour les copains, moi c'est Christian Cac, étudiant en économie, et Cac en 3 lettres comme c'est assez clair, à ne pas confondre avec Cacaboudin. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce de la boule de gomme et du poil à gratter. Ah, ça fait plaisir à voir. J'ai pas changé d'un poil. Merci les amis, et on repart de suite dans le vif du sujet avec le sommaire de Michel Coutelier, éducateur dans une ZEP en Charente. Alors regardez bien, je vais vous montrer le sommaire de la semaine sur ma super visionneuse 3D. C'est le top de la technologie actuelle, pas besoin de lunettes, c'est direct en relief, j'appuie là et hop, c'est parti mon kiki. Premier sujet sensible, le tabac. Pourquoi l'État ne peut pas interdire la vente de tabac? Cela concerne des millions de Français et particulièrement vous, les jeunes. On commence la clope à votre âge parce que c'est cool et genre ça donne du style pour pécho les meufs. Deuxième sujet, la TVA. C'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État. Sur tout ce qu'on achète, chips, tickets de cinéma, préservatifs ou choucroute. On est taxé de partout. Troisième sujet, je sais que vous adorez ça. Nous allons essayer de savoir si les Jeux Olympiques 2012 de Londres, ça vaut vraiment le coup. Moi, il y a un truc que je surkiffe au JO, c'est le beach volley féminin. J'ai déjà acheté ma place pour la finale, j'espère que ça sera encore les brésiliennes. En 4, vous l'aurez remarqué, les Français ont de plus en plus de mal à s'acheter des maisons ou des appartements. Nous parlerons donc du prix de l'immobilier. Et pour finir, le dernier sujet traitera du prix de l'essence, qui grimpe et qui grimpe. Moi je m'en fous, je roule en Vélib. Bon, les enfants, ça vous branche un petit kebab? Ouais, trop cool. Merci Michel pour ce sommaire très funky. Je vous rappelle que Michel donne toujours des cours de théâtre contemporain le dimanche matin à la MJC d'Angoulême. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche, la cigarette. Beaucoup d'entre vous ont pris la résolution d'arrêter de fumer en début d'année et vous avez bien fait. Comme le dit si bien la chanson, l'amour c'est comme une cigarette. Et la France vit un amour paradoxal avec l'industrie du tabac depuis des décennies. Car d'un côté, l'État dépense des milliards en campagne de prévention et soins de santé, mais de l'autre, le business du tabac continue à rapporter gros grâce aux taxes exorbitantes. Est-ce que la France pourrait vraiment arrêter la clope? Voici l'histoire de Jean-Michel Desmoulins, l'homme le plus riche de France, qui a fait fortune dans les années 90, bingo, avec son commerce de prothèses mammaires. Il a soudainement décidé d'arrêter de fumer pour son prochain anniversaire. Il en avise son assistant et bras droit, le jeune Stéphane Fraisier. Pourquoi l'État ne peut pas interdire la vente de tabac? Mon petit Stéphane, comme vous le savez, dans un mois, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 52 ans. Et j'ai donc décidé d'arrêter de fumer. C'est une sage décision, monsieur Desmoulins. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour ça. Mon grand-oncle, lui aussi, il avait Je sais, Stéphane, mais j'ai besoin de vous pour aller convaincre le ministre du tabac d'interdire et de prohiber totalement la vente de cigarettes en France pour mon anniversaire. Ça me paraît un peu compliqué comme démarche, monsieur Desmoulins. Comment voulez-vous que j'arrête la clope si les gens continuent à fumer autour de moi? Vous avez 2 jours, sinon vous êtes virés. Allez, zou, au boulot. Et vu que le tabac tue 66 000 personnes par an et coûte 10 milliards d'euros à la société en frais médicaux et sociaux, nous pensons qu'il serait judicieux d'arrêter la vente de tabac au plus vite. Désolé, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Mais songez aux économies que l'État pourrait faire. Non. Je pense surtout à l'argent que l'État ne gagnerait plus. En 2010, les taxes sur les cigarettes nous ont rapporté 10 milliards d'euros, avec en plus 2,5 milliards de TVA. Faites le calcul, monsieur Fraisier. On gagne plein de pognon. Plein de pognon, mon pote. Alors l'État gagne 2,5 milliards d'euros par an avec le tabac. Exactement. Nous ne pouvons pas arrêter du jour au lendemain un secteur qui emploie des dizaines de milliers de personnes en France. Imaginez ce que diraient les ouvriers de l'industrie automobile si on fermait soudainement leurs usines. Eh ben, on serait pas très contents. On ferait une bonne grève et on fumerait plein de clubs. Et tous ces gens malades à cause du tabac, alors? On a beau multiplier les campagnes de prévention et mettre des photos de tumeurs en couleur sur les paquets de cigarettes, les gens continuent à fumer. On n'y peut rien s'ils veulent se gâcher la santé. On s'en fout, nous, on gagne plein de pognon. Plein de pognon, mon pote.
Je suis désolé, patron, mais je n'ai pas réussi à les convaincre. C'est pas grave, mon petit fraisier, car j'ai finalement décidé de continuer la clope. Je fumerai des lights. Je le note. Par contre, hier soir, j'ai mangé un très mauvais bœuf bourguignon en conserve de la marque Vilain sans rame. Et j'aimerais que vous me contactiez le service juridique pour les poursuivre en justice et faire fermer leur boîte. Vous ne pensez pas que c'est un peu disproportionné comme réaction, monsieur? Vous avez 2 jours, sinon vous êtes viré. Allez, zou, au boulot. Je suis assez admiratif du pragmatisme de ce monsieur Desmoulins. Si seulement on avait plus de ministres comme lui à Bercy, les dépenses de notre pays partiraient moins en fumée. En tout cas, pour la clope, l'État ne lâchera rien, car cette industrie est bien trop juteuse pour les caisses de celui-ci. Notre experte en schéma rigolo, la petite Gladys en CM2 de l'école primaire de Razac de Saucignac, aimerait nous apporter son éclairage. Gladys? Oh Gladys, tu passes à la télé. Mon papa, il m'a dit que les ventes de cigarettes en France étaient 65 000 tonnes par an, même que ça fait 6 fois le poids de la Tour Eiffel. Moi, j'aimerais bien voir tout ça en cigarettes en chocolat. Oh, la nouvelle star! Merci Gladys. Grâce à toi, on réalise mieux les quantités colossales de tabac consommées et on imagine bien l'impact dévastateur sur la santé des Français. Personnellement, j'ai arrêté. Maintenant, je fais du kung-fu et du tricot. Oui, Christian, c'est moi, Pascal Fizeau. C'est une petite surprise pour toi. Pour les 40 ans de l'émission, on est allé rencontrer tes fans dans la rue. Et j'adore Dr Cac. Grâce à lui, j'ai tout compris à l'économie. C'est cool, il y a plein de schémas en couleur. Moi, je viens de divorcer, j'aimerais bien me remarier avec vous, Christian. Pour une fois qu'on n'a pas une émission de bourgeois à la télé, hein, merci, Dr Cac. Christian, c'est Mimi, tu te souviens de moi? On était au lycée ensemble. Tu me dois toujours 42 francs pour les pizzas. Ah, ce cher Mimi. Bien sûr que je me rappelle de toi, mais si on enlève la TVA sur les 42 francs de l'époque, il ne restera pas grand-chose aujourd'hui. Vous vous demandez comment fonctionne la TVA? Ça tombe bien. On va en parler dans le prochain sujet. Pour payer les routes, les écoles ou encore les policiers, il faut de l'argent. Pour trouver cet argent, l'État et les collectivités ont une super idée. Les impôts. Allons-y gaiement pour taxer le pétrole, les revenus, la consommation, les entreprises. Les prélèvements directs ou indirects pullulent. Ça pullule! Ça pullule! Ah, ça pullule trop! Mais il y a une taxe qui à elle seule rapporte plus de 50% des ressources fiscales de l'État français. C'est la taxe sur la valeur ajoutée, appelée plus affectueusement la TVA. Voyons ensemble pourquoi cet impôt rapporte autant. Pour ce faire, rejoignons immédiatement ma petite nièce Lindsay Fleming, férue d'économie et infirmière de profession. Récemment, Lindsay est tombée folle amoureuse de son supérieur hiérarchique, le docteur Ricardo, au cours d'une passionnante conversation sur la TVA. Pourquoi la TVA est-elle le premier impôt de France? Mais que se passe-t-il, Lindsay? C'est le docteur Ricardo. Je suis tellement amoureuse. Le docteur Ricardo? On a ouvertement parlé de la création de la TVA en 1954. Du fait que c'est une invention française qui s'est répandue dans plus d'une trentaine de pays. C'était tellement romantique. Mais je ne suis qu'une infirmière et c'est un chirurgien émérite. Et alors, prenez votre courage à deux mains, accostez-le et rendez-le folle de vous avec de nouvelles infos sur la TVA. Vous croyez vraiment? Vous saviez que la TVA rapportera 137 milliards en 2012, alors que l'impôt sur le revenu ne rapportera que 58 milliards. L'impôt sur les sociétés 46 et la taxe sur le pétrole 14. La TVA représente plus de 50% de l'ensemble des recettes fiscales de l'État. Dites-lui des trucs comme ça. Vous avez sans doute raison. Bonjour, docteur Ricardo. Bonjour, Lindsay. Dites-moi, docteur, ça vous dirait de parler des raisons qui font de la TVA le premier impôt de France? J'ai une opération cardiaque importante après le déjeuner, je suis concentré. La TVA rapporte beaucoup car sa base est très large. Vas-y, chérie, abat tes cartes. Des croquettes pour chiens à la raquette de ping-pong, la quasi-totalité des achats sont soumis à cet impôt. Et son taux normal est tout bonnement de 19,6%. Non, laissez-moi deviner. Sur l'achat d'une cuisine toute équipée vendue 20 000 €, ça fait 3 300 € de TVA. Je suis hyper touchée que vous vous en souveniez. On critique la TVA parce qu'elle n'est pas proportionnelle aux revenus. Par exemple, moi qui suis un riche chirurgien émérite, je paye autant de TVA sur un paquet de chips que vous, modeste infirmière. Vous êtes tellement romantique, docteur Ricardo. Et le coup de génie, c'est que l'État n'a rien à faire. C'est le marchand de chips qui prélève l'impôt à sa place. Vous le saviez, ça? Mais oui. Bien sûr, vous le saviez, vu que vous me le répétez en boucle tous les midis depuis 2 mois et demi. Vous êtes si beau quand vous parlez de la TVA. Demandez-moi en mariage, docteur. Je suis déjà marié. Ah bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Que d'émotion. Preuve est désormais faite que la TVA peut rimer avec amour, avec un grand A. Thibaut, de Velin en Auxois, vous êtes spécialiste de la TVA. Pourquoi la TVA est-elle un impôt si attachant à votre avis?
Tout simplement parce que la TVA est un impôt très doux, très discret, particulièrement indolore, puisqu'il est systématiquement intégré au prix de vente de tout ce que nous achetons. On n'a rien besoin de faire. Dès qu'on dépense le moindre centime, on paie la TVA. Pour les contribuables plutôt dociles comme moi, c'est terriblement excitant d'avoir affaire à une taxe aussi entreprenante. Ok, merci Thibaut. Calmez vos ardeurs tout de même. Hein. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai un peu perdu la tête face à un beau petit brin de taxe, mais j'ai su rester un homme digne et respectable. Nous retrouvons sans plus attendre notre speakerine de choc et de charme qui va nous annoncer la suite du programme. Sylvie, c'est à vous. Salut Christian, je sais pas vous, mais moi j'ai une patate d'enfer. Ça doit être ma nouvelle cure de guarana. Wouh. Alors dans le prochain sujet, nous allons voir si les JO de Londres, ça vaut vraiment le coup. Wouh. Nous enchaînerons tel le DJ avec un super sujet sur l'immobilier. Et pour finir, nous parlerons du prix de l'essence. Allez, bisous mon cri-cri et à très vite. Merci Sylvie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une speakerine aussi cool que vous. Si ma femme ne faisait pas si bien la poule au pot, je pense que je vous demanderai en mariage direct. On dit que le sport, c'est la santé. J'ai donc renouvelé mon abonnement à la salle de gym pour être fin prêt à regarder les prochains Jeux Olympiques. J'adore ça. Tous les 4 ans, le monde entier se passionne pour les exploits sportifs des athlètes beaux et musclés aux Jeux Olympiques. Mais une autre compétition a lieu en amont des festivités. Une lutte sans merci entre les grandes villes du monde pour savoir qui accueillera les prochains JO. En 2012, aux Grandes Dames de Paris, c'est Londres qui a remporté la médaille d'or. Mais avec les milliards d'euros à dépenser pour construire les infrastructures, est-ce une économie vraiment viable pour la capitale anglaise? Nous allons suivre 2 jeunes lycéens, Sacha et Jérémy, qui se rendent à leur entraînement quotidien d'aviron. Ils caressent un rêve un peu fou. Eux aussi aimeraient participer un jour aux Jeux Olympiques pour impressionner les meufs. Les Jeux Olympiques de Londres, ça vaut vraiment le coup? Tu sais, Jérémy, je pense que ça serait top si on pouvait s'entraîner 2 fois plus pour maximiser nos chances de remporter le prochain championnat départemental. Ouais, t'as raison, Sacha. Par contre, je vais avoir un petit souci, moi, pour la semaine prochaine. Encore une histoire de fesses, t'es incorrigible, tu sais. Mais non, je dois aider mon oncle qui réalise un péplum viral pour promouvoir les JO de Londres. C'est en costume et tout, je suis carrément obligé d'y aller. Maître, il arrive. Bonjour Arthurius, je suis Peter McDaglus et j'organise les prochains Jeux Olympiques de Londres. Mon cher Arthurius, j'ai besoin de vous et de votre charisme car de nombreux détracteurs m'accusent de dépenser beaucoup trop d'argent pour construire les infrastructures qui accueilleront les Jeux. Nom de Zeus. Mais ces dépenses sont nécessaires pour accueillir les 11 millions de visiteurs. J'ai beau leur expliquer que le budget de l'organisation est 4 fois moins cher que les JO de Pékin, ils ne veulent rien savoir. Pourtant, le financement des Jeux est assuré par un comité d'organisation privé et par un organisme public qui contrôle le budget. Salopard de détracteurs. Ont-ils conscience que les infrastructures serviront pour des années pour tous les grands rendez-vous sportifs, y compris mes spectacles de bodybuilding? Il est trop beau. Ah, s'il pouvait vous entendre, Arthurius, non seulement Londres aura un nouveau stade de 80 000 places, mais en plus l'argent investi permettra de moderniser les transports, les équipements et les logements. Tout le monde en bénéficiera, pas uniquement les amateurs de sport. Mais peut-être vous reproche-t-il de ne pas avoir assez récolté d'argent pour financer l'organisation. Calomnie! Il nous manquait 2 milliards d'euros, mais la loterie nationale anglaise vous a apporté l'argent qu'il manquait. On est au bon. Que dois-je faire pour vous aider, Peter? Allons péter la gueule à ces détracteurs. D'accord, c'est parti. Ça. Oh, fais-moi les malades, hein. Bande de détracteurs, et hop, en plein dans le mille. C'est par la force que l'on impose ses idées. Au fait, j'ai vu le péplum viral de ton oncle sur internet. Ah super, alors t'en as pensé quoi? Bah, c'est de la merde. Vous l'aurez compris, il n'y a pas que dans les stades que se déroule un combat féroce pour les Jeux Olympiques. Les administrations se livrent une bataille sans merci pour mener à terme l'organisation complexe des Jeux. Notre expert, Jean-Pierre Baltoc, en direct de son restaurant préféré, La Petite Licorne, aimerait rajouter quelque chose en attendant ses frites. Bonjour docteur, il ne faut pas oublier qu'organiser les Jeux Olympiques, ça peut s'avérer aussi périlleux. En 2004, les JO d'Athènes financés par l'État ont été une véritable catastrophe financière qui a fait exploser le déficit budgétaire à 6% du PIB. Chose qui ne devrait pas arriver à Londres car 6 millions de billets ont été mis en vente et si les moins chers ne coûtent que 24 €, j'ai dû débourser la modique somme de 2350 € pour pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture. Madame Cac, quant à elle, se contentera de la suivre devant son téléviseur. Amis mélomanes, il est temps de passer à votre rubrique préférée. C'est parti pour le Top CAC. Musique!
Waouh, salut les kids, Top 4 pour tout le monde. Pour tout savoir sur la hit parade des chansons du CAC 40. Yeah, entrée fracassante à la 3e place du top du trio jazz d'Orangis avec leur tube Votre retraite. Pensez à votre retraite, pensez à votre retraite, cotisez, mais mieux côté, et quand vous serez vieux, vous serez blindés. Hey, pensez à votre retraite, pensez à votre retraite. À la 2e place du top, les petits chanteurs funky de la Seine-Saint-Denis avec le morceau Rénove ma ville. Rénove ma ville, rénove ma ville. On a besoin d'infrastructures, Pour aller étudier à la bibliothèque, pour faire du sport le soir avec les copains. Ouais, allez. Waouh, et en tête du top, elle est toujours #1 au bout de 2 semaines. Notre chanteuse hippie préférée, j'ai nommé Sidonie Mogèvre. Avec son tube, rendez-nous notre triple A. Ils ont écrasé la note de la France. Ils nous ont privés de notre triple A. Comment voulez-vous que l'on emprunte de l'argent pour nos dépenses publiques si notre taux d'emprunt est tout pourri? Rendez-nous notre triple A. Rendez-nous notre triple A. Je suis tellement fan de Sidonie Mogèvre, il faudra que je pense à l'inviter sur le plateau pour qu'on discute de l'effondrement de l'industrie du disque. Il y a par contre un secteur qui n'est pas prêt de s'effondrer. C'est l'immobilier. Avec ma femme, Madame Cac, on est propriétaire depuis 1954 d'un 3 pièces qui vaut aujourd'hui 1 million d'euros, alors qu'on l'avait acheté à l'époque l'équivalent du prix d'une 4L d'occasion. Eh oui. C'est à n'y rien comprendre. Alors que le chômage augmente, alors que l'inflation est très faible, les prix de l'immobilier à l'achat atteignent aujourd'hui des sommets. Mais comment est-ce possible? Les habitants de la résidence Ternis, à Brunois dans le 91, sont perdus. Leur pouvoir d'achat diminue de jour en jour alors qu'ils voient les prix de l'immobilier s'envoler. Ils ont donc fait appel à un cabinet d'experts en immobilier dont le responsable, Michel Foncier, va répondre à leurs questions. Pourquoi les prix de l'immobilier augmentent en période de crise? Ouais, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas de crise. Moi, je vous dis que mon 600 mètres carrés, aujourd'hui, ça vaut plus rien. Mais moi, tu mets des problèmes avec mon vide d'ordure. Mais oh, c'est fini, oui. Mais quoi, en période de crise, les prix baissent, ça va? Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bien. Moi, je crois que vous avez des questions. Et vous nous payez 2500 € de l'heure et le compteur tourne. Alors, allez-y. Martine, locataire du bâtiment A. J'étais ravie quand j'ai appris que c'était la crise, car j'ai cru que les prix allaient baisser et que j'allais enfin pouvoir acheter un appart. Mais c'est encore plus cher qu'avant, pourquoi? Parce que tout le monde veut faire comme vous. Et l'immobilier étant une valeur refuge. En effet, sur le long terme, en France, et notamment dans les grandes villes, on perd rarement de l'argent en investissant dans l'immobilier. C'est même le placement le plus sûr pour les Français, devant les comptes épargne, l'assurance vie et les actions, n'est-ce pas, Jackson? Je confirme, grâce à mes plus-values immobilières, je me suis payé des lunettes infrarouges. Jacques, locataire du bâtiment C. Ok, tout le monde met son argent dans l'immobilier, mais pourquoi c'est aussi cher? C'est la crise quand même. Ça, c'est parce qu'il y a pénurie de logements. Retournez-vous, notre infographe va tout vous expliquer. Vous allez voir comment il dessine trop bien. Merci Michel. Alors, l'augmentation des prix de l'immobilier s'explique par un manque de logements en France et l'insuffisance du nombre de constructions neuves. Vous voyez cet immeuble neuf? Il est beau, hein? Eh ben, il est trop cher pour vous. Vous n'habiterez jamais dedans. Par contre, vous pouvez loger dans ces petites maisons un peu nulles. J'ai mis un bonhomme de neige pour que le message passe mieux. Et cette pénurie de logements va augmenter avec le nombre de divorces. Les gens auront besoin de plus d'appartes et de maisons. Voilà pourquoi nous resterons mariés toute notre vie. La poubelle n'est pas vidée, le frigo est vide et le chien n'est toujours pas promené. J'en ai assez avec toi, c'est toujours la même chose. Je voudrais dire un truc. J'ai acheté un appartement à Paris. Regardez, vous voyez ce carré en haut à droite, là, au 7e étage? C'est à moi. Et oui, c'est bien la Seine que vous voyez en bas. On s'en fout! Mais vraiment, quel frimeur! Je l'ai payé très cher, alors j'aimerais bien savoir comment sa valeur est déterminée. L'immobilier répond à la logique de l'offre et de la demande. Plus un bien est rare, plus il devient cher. Ainsi, le prix moyen du mètre carré à Paris a pris 50% en 5 ans, pour atteindre 8360 € le mètre carré. Hein? Non! Oh quoi? C'est pas vrai! Oh, j'ai besoin de m'asseoir, moi. Ah, donc j'ai bien fait, je suis génial. Ne lui répondez pas. De toute façon, je le vois traîner le soir dans les cages d'escalier de la résidence. N'importe quoi! Attendez, moi aussi je l'ai vu! Comment ça fermez-la! Je comprends maintenant pourquoi ma femme prend 2 Valium après chaque réunion de copropriété. Ah, mais notre expert Léon Carrez tient à nous apporter une précision. Léon?
La folle ascension des prix à Paris m'a obligé à louer un studio de 8 mètres carrés, pas moins de 600 € à une étudiante. Mais comme je suis sympa, je vais bien me mettre en coloc avec elle. Quel bienfaiteur. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, qu'il y a des jeunes qui ont du mal à se loger. Il me brûle de savoir ce que nos amis internautes, ces visionnaires informatiques, ont pensé de ce sujet. Regardons le visiomel. Ben moi j'ai trouvé une super technique pour faire des économies dans mon nouvel appart. Au lieu d'acheter une clim, j'ai pété toutes mes fenêtres, ça marche super bien. Les apparts sont tellement chers que je suis obligée de vivre chez mes parents et... c'est pas évident quand on est une folle du... Je vends mon avion de ligne d'occasion à un prix qui défie toute concurrence. Vous pouvez le recycler en caravane ou en terrain de jeu pour vos enfants, appelez-moi vite. Merci, chers amis internautes, ce fut très instructif. Je ne sais pas mais vous, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'être nostalgique du Minitel. Ça marchait vachement mieux et c'était beaucoup plus simple. Un peu comme ma mobilette, qui ne m'a jamais fait défaut depuis plus de 30 ans. Le seul problème, c'est l'augmentation permanente du prix de l'essence. Ça commence à me coûter bonbon. En 2011, le prix moyen du baril de pétrole en Europe s'est élevé à 111 $. Ça ne vous surprend peut-être pas, mais sachez que c'est un record historique. Croyez-moi pas, jamais auparavant le prix du pétrole n'avait été aussi cher. Vous allez me dire, comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? Oui, comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Nous voulons comprendre. Ouais, comment? Pour répondre à cette question, je vous invite à suivre une mésaventure qui est arrivée à mon beau-frère Jean-Pierre. Le prix de l'essence a encore augmenté et Jean-Pierre n'a pas pu en acheter suffisamment pour rentrer chez lui. Une journée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Qu'est-ce qui fait varier le prix de l'essence? Qui est là? Y a quelqu'un? Je suis en panne d'essence, je pourrais utiliser votre téléphone? Non, désolé, mon papa il m'a dit de jamais ouvrir aux inconnus. Allez-vous-en. Ah mais je suis un honnête homme, moi. En plus, c'est même pas de ma faute. C'est à cause de l'État qui taxe le pétrole. Je n'ai pas pu en acheter suffisamment pour rentrer chez moi. Allez-vous-en. Et je trouve ça un peu stupide de vous en prendre à l'État. C'est de la faute de qui alors, toi qui es si maligne? Ah d'accord, vous voulez jouer à ça? Ne bougez pas, je reviens. Allô, Quentin, dis-moi, il y a un inconnu à ma porte qui prétend que c'est à cause de l'État que le prix de l'essence augmente. Qu'est-ce que je pourrais lui répondre pour bien le casser? Dis-lui qu'il est important de distinguer le prix à la pompe et au baril. Le prix à la pompe est taxé à 60% par l'État et cette taxe n'augmente pas. C'est le prix du baril qui augmente. Donc l'État y est pour rien. Tu comprends rien, t'as pas plus simple? Ah, je sais. Pour bien le bouler, dis-lui que si le prix du baril augmente, c'est dû au fait que les réserves de pétrole s'amenuisent. Et ça oblige désormais les groupes pétroliers à forer dans les endroits plus difficiles d'accès. À moi la purée! Donc également beaucoup plus coûteux en investissement. Le pétrole de l'Arabie Saoudite, par exemple, il sort à moins de 4 $ le baril contre une bonne dizaine pour le pétrole offshore, celui qui est puisé en mer. Pas terrible comme répartie, t'as pas mieux. T'es vraiment une grosse déglingo, Sophie. Dans ce cas, balance-lui que tout ça, c'est à cause des Chinois. Sérieux, Quentin, voyons, tu crois que c'est le moment de dire n'importe quoi? Non mais je suis sérieux. En fait, l'essence est un produit comme les autres qui répond à la loi du marché. La montée en puissance des pays émergents augmente la demande. Par exemple, la Chine est le 2e acheteur mondial derrière les États-Unis. C'est bon ça, merci, ça devrait bien le casser. De rien. Et sinon, tu ressembles toujours à Britney Spears? Ah, t'es vraiment un gros lourd, hein, Quentin. Vous êtes toujours là? Bah, tu t'es encore changé? J'ai des infos pour vous. Quel sujet? Si vous êtes en panne, c'est pas de la faute de l'État. C'est de votre faute et de celle des Chinois. Cassez-vous maintenant. Ah, j'avoue, tu m'as bien feinté, je me casse. Et comment je vais faire, moi? Devenir piéton? Je vais flinguer mes pompes, toutes neuves, à force de marcher. Je suis pas cool, j'aurais pu lui prêter ma trottinette. Ah, mon pauvre Jean-Pierre, je vous plains. Alors on peut se demander si les prix du pétrole vont baisser. Du moins se stabiliser. Y a-t-il un expert en mesure d'éclairer notre lanterne? Moi je sais. Encore un petit morveux qui veut prendre la parole. Bon allez, Spiridion, on vous écoute. Merci mon vieux. Bon, je vais pas vous mentir, à court terme, le prix de l'essence va rebaisser, puis remonter, puis rebaisser. Ça va être n'importe quoi et à long terme, il montera continuellement jusqu'à ce que les ressources soient complètement épuisées. Il va donc nous falloir accepter cette réalité ou alors déménager au pays des bisounours. Gna, gna, gna. C'est une idée, les bisounours n'ont pas besoin d'essence. C'est peut-être eux qui sont dans le vrai d'ailleurs. Pour conclure, nous accueillons un nouvel intervenant. Le professeur Philippe Flickenclack, triple docteur en philosophie, sociologie et économie, qui nous donne son point de vue critique sur l'émission de la semaine.
Écoutez, je trouve que les sujets traités cette semaine manquent fondamentalement de profondeur et de symbolique. On ne peut nonobstant pas se pencher sur une thématique aussi complexe que le tabac et sa dépendance sans chercher l'origine ancestrale de son usage et remonter ainsi au XVIe siècle tout d'abord, avec la découverte du Nouveau Monde bien évidemment par Christophe Colomb, et ensuite au XVIIe siècle avec la première taxation du tabac en 1629 par le cardinal Richelieu. De là en découle le monopole de l'État, mais comme disait l'éminent sociologue Pierre Bourdieu, la politique vise à garder la confiance des marchés et alors elle perd la confiance du peuple. Donc les Français ne sont pas dupes. Et alors cela m'amène évidemment sur le sujet de la TVA qui n'a pas pris en compte la vie des petits artisans sans le sou qui nonobstant brûlent d'envie de faire la révolution et de renverser notre gouvernement pour instaurer l'anarchie et revenir ainsi à la base de l'humanité pour... D'accord, je ne sais pas qui a invité ce professeur mormoilneux, mais je pense qu'il va se faire virer sur le champ et sans indemnité. Notre émission touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que pour vous l'économie est un peu plus claire. À très bientôt, je vous souhaite la bonne soirée. Le séjour à la maternité ne laisse pas toujours un très bon souvenir à la jeune maman. Mais en même temps, on ne se sent pas forcément prêt à rentrer chez nous le lendemain ou le surlendemain de notre accouchement, comme on le propose de plus en plus souvent. Sauf si on est accueilli joyeusement par la fanfare de la bande à tout. Dans ces cas-là, oui, on veut bien rentrer chez nous. Alors, le séjour à la maternité, combien de temps? On en parle sur le plateau des maternelles. Daphné Burki présente Les Maternelles, demain à 9h-5 sur France 5. J'ai rencontré Fatis à la mine de Zouérat, aux confins du désert saharaoui, à la frontière nord de la Mauritanie avec l'Algérie et le Maroc. Une gigantesque installation qui brille la nuit comme une ville occidentale. Les passeurs y larguent parfois aux alentours des groupes de migrants en provenance du Niger ou du Mali, en leur faisant croire qu'il s'agit des lumières de Las Palmas. Fatis a enfilé son voile de travail et nous a guidés sur le site de ses interventions d'électromécanicienne. Elle entretient et répare d'énormes véhicules de charge et de monstrueuses machines à broyer la montagne. Je confirme, travailler à la mine de Zouérat, bien qu'elle soit à ciel ouvert, n'a suscité en moi aucune vocation. Dans un vacarme incessant, les engins démesurés soulèvent d'épais nuages de sable et de minerais de fer mêlés. Le désert est tout gris, et les victimes de cette pollution quotidienne ne sont pas comptabilisées. Je comprends le désir de Fatis de retourner à l'un des métiers traditionnels de ses ancêtres morts, qui étaient des nomades, commerçants ou pastoraux. Alors de temps en temps, Fatis prend quelques jours de congé et profite du train qui relie la ville minière au port de Nouadhibou. Avec sa copine Mana, elles emmènent un gros sac plein de marchandises achetées à des commerçants sahraouis pour les revendre sur le marché de Nouadhibou. Mon grand-père était un mort de l'Adrar. Il était commerçant. Les morts ont toujours été des commerçants, des bergers ou les deux à la fois. Mon père n'a pas dépassé le CM2. Il est devenu gendarme. Il était adjudant. Il est à la retraite maintenant. Ma mère est commerçante. Ils habitent à Nouakchott. J'ai grandi à Nouakchott. Dans la famille, on a tous choisi des études techniques. Je suis diplômée en électricité. J'ai eu un brevet d'électromécanicienne. J'ai trouvé un emploi à la SNIL, à Zouérat. J'interviens dans tout ce qui concerne les câblages sur les engins de la mine. Il m'arrive d'avoir des travaux qui demandent une grande force physique. Dans ces moments-là, j'aimerais être un homme. Je voudrais me suffire à moi-même, être complètement indépendante.
et que jamais un homme puisse me dire qu'il m'a rendu service en dévissant un moteur à ma place. Le travail est dur ici, mal payé, et on respire de la poussière de minerais à longueur de journée. C'est bon. Bravo. Très bien, merci. Avec ma copine Mana, qui est comptable à la mairie de Zouérat, on envisage de quitter le secteur public et d'ouvrir un commerce. On fera l'aller-retour avec le Maroc et l'Algérie pour ramener les marchandises. Bonjour, vas-y. Bonjour, monsieur Guy. Vous savez qui est la victime? Prunus, anus, malus, cactus, cuitus. Dans quel endroit il a été vu la dernière fois? Dans le jardin de silence, ça pousse. Ça me rappelle l'histoire d'un vieux chêne qu'on avait mal élagué. Il aurait fait de mauvaises rencontres? À mon avis, il a choisi la bande à France 5, Stéphane Marie et puis l'autre, Noël Beram. La bande à France 5, ce seraient eux les responsables. Silence, ça pousse. Unité spéciale. Noël Bréham et Stéphane Marie présentent Silence ça pousse tous les mercredis à 21h25 et tous les samedis à 10h15 sur France 5. Ne manquez pas votre magazine cinéma avec Groupama. Bonjour, cette semaine dans les salles, La vie d'une autre, comédie dramatique de Sylvie Testu, avec Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz et Horatica. Après avoir passé la nuit avec un inconnu, Marie se réveille 12 ans plus tard, mariée, avec des enfants, sans aucun souvenir des années passées. L'année 2011. 2011. J'ai quand même pas dormi 15 ans. C'est moi. Où est ton père? À son atelier. T'as pas du travail? Ah si. Ça fait 5 ans qu'on se déchire, Marie. Maintenant tu m'aimes? Je comprends plus rien. La maman la plus géniale de la Terre. T'as encore rien vu. Il était une fois, comédie de Christian Méret-Palmer, avec François-Xavier de Maison, Anne-Marie Vin et Charlie Dupont. Suite à une discrimination à l'embauche dans un grand palace parisien, Willy et ses compatriotes belges décident de se venger. Là, je suis sur un boulot là pour le Westin Paris-Vendôme. Aujourd'hui, le Belge, c'est chic. Je crois que sa mère est de Toulouse. Alors, elle doit mettre des frites dans son cassoulet, hein? Ne me quittez pas! Tu serais le roi des Belges, je serais pareil. On devrait y aller. Louis de Belgique. Prince royal. Ah, je regrette. Tu re quoi? Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Tu vas ravaler ce que tu viens de dire immédiatement. C'est qui, toi? Je sais pas comment ça se passe en Belgique, hein. Mais en France, usurpation d'identité, ça va chercher dans les 5 ans de prison. Je vais en être. Je suis venue vous dire, documentaire de Pierre-Henri Selfati, sur Serge Gainsbourg, monstre sacré de la musique et surdoué de la culture médiatique. C'est lui! Je dis que je ne suis pas le docteur Jekyll. Et je vais voir un poissonneur. Et je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, quels sont vos espoirs? Après une journée de boulot comme ça, il m'a dit, monsieur, non, pas dit monsieur, c'est faux. Il m'a dit, je veux voir le ciel. La désintégration, drame de Philippe Faucon, avec Rachid Debbouze, Yassine Azouz et Imanol Percet. 2 frères d'origine marocaine, issus de la banlieue lilloise, sont confrontés au problème d'intégration. Alors, ton stage, tu le trouves? Je cherche. Mais tu trouves pas. Tu crois que c'était facile pour moi de m'appeler Rachid Aouzi? Commence pas à te laisser aller, tu continues jusqu'à ce que ça marche. L'islam est venu pour affirmer la justice sur Terre. Monsieur Aouzi, votre frère fréquente des gens peu recommandables. Le djihad est le plus haut sommet de l'islam. Voilà ce qu'on vous enseignera pas dans les mosquées dévoyées. C'est qui l'équipe qui te met ces idées dans la tête? J'ai rien à t'expliquer. À partir de maintenant, vous n'êtes plus des Français. Dos au mur, thriller de Asgerlet, avec Elizabeth Banks,
Jamie Bell et Sam Worthington. Flash spécial. Tous les yeux de la ville sont actuellement rivés sur un homme juché au 20e étage d'un immeuble. C'est Nick Cassidy. Par terre! Un détenu évadé. On n'a plus beaucoup de temps, Nick. Vous devez absolument me croire. C'est bon, messieurs, allez-y. Et s'il disait la vérité? S'il était innocent? Il vous manipule! C'est ma négociation! Nick, il nous faut plus de temps. Restez où vous êtes! Vous voulez que j'ai confiance en vous? Dites-moi que c'est terminé. Ghost Rider, l'esprit de vengeance. Film d'action de Mark Neveldine et Brian Taylor avec Nicolas Cage, Idris Elba et Christophe Lambert.